À Colombo, Sri Lanka, les manifestants maintiennent la pression. Ils continuent d'occuper le palais présidentiel, notamment pour s'assurer du départ du président Rajapaksa. Au moins 19 personnes sont mortes dans la nuit de samedi après des attaques dans des bars de 2 villes d'Afrique du Sud. Les enquêtes doivent déterminer si les deux affaires sont liées. Au Japon, les enquêteurs tentent de cerner le profil de l'assassin de l'ex-premier ministre Shinzo Abe. Des objets suspects ont été saisis à son domicile. La montagne de plus en plus dangereuse face au réchauffement climatique. Dans les Alpes suisses, un village vit sous la menace d'un effondrement massif. 24 heures après avoir pris d'assaut le palais présidentiel de Colombo, les manifestants n'ont pas l'intention de quitter les lieux. Des milliers de Sri Lankais ont profité de leur journée ce dimanche pour goûter au luxe offert par l'ancienne résidence du président Rajapaksa. Le chef d'État, qui a fui de justesse face à la foule, a annoncé vouloir démissionner, mais pas avant mercredi prochain. Les manifestants comptent bien maintenir la pression. Ce président et ce Premier ministre auraient dû démissionner il y a longtemps, mais ils résistent à la lutte du peuple. Je pense que nous avons réalisé la victoire à environ 90%. Attendons de la réaliser à 100%. Depuis des mois, des manifestations parfois violentes ont eu lieu dans le pays face aux pénuries d'alimentation, de médicaments et d'énergie que connaît le Sri Lanka. Les habitants dénoncent l'incompétence et la corruption du clan Rajapaksa qui se partage le pouvoir depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, les 3/4 de la population ne mangent pas à leur faim selon les Nations Unies qui ont prévenu ce dimanche d'un risque de grave crise humanitaire. C'est ici, dans ce quartier de Soweto, près de Johannesburg, que le drame a eu lieu dans la nuit de samedi. Aux alentours de minuit et demi, des assaillants ont ouvert le feu sur des personnes attablées à un bar, faisant 15 victimes, ainsi que de nombreux blessés. Pour l'heure, la police n'a procédé à aucune arrestation et une enquête a été ouverte. Ce que nous savons, c'est que les assaillants sont entrés dans cet espace alors que des gens s'amusaient et ont tiré au hasard sur eux. Quant au motif, nous ne le savons pas actuellement, mais nos détectives sont au travail. Un peu plus tôt dans la soirée samedi, une autre fusillade a eu lieu à Pietermaritzburg, dans l'est du pays, en région Zoulou. Là encore, des hommes armés ont ouvert le feu sur des fêtards assis à un bar. 4 personnes sont mortes. Une enquête a également été ouverte. On ignore encore si les deux événements sont liés, mais le mode opératoire semble le même, selon des sources policières. Il a reconnu avoir assassiné Shinzo Abe. Les motivations de cet homme apparemment sans histoire de 41 ans, ancien membre de la marine japonaise, demeurent floues. Aux enquêteurs, il aurait évoqué les connexions de l'ex-premier ministre japonais avec une organisation probablement religieuse qui serait à l'origine des difficultés financières de sa famille. Lors des perquisitions à son domicile, la police a saisi plusieurs objets artisanaux ressemblant à des armes à feu comme celles utilisées pour commettre son crime. Il s'est par ailleurs renseigné sur Internet sur le meeting de Shinzo Abe dans la ville de Nara. Le chef de la police locale a reconnu des failles dans la protection de l'ex-premier ministre. Je pense, dit-il, qu'il est indéniable qu'il y avait des problèmes avec les mesures de sécurité. Il est urgent que nous menions une enquête approfondie pour clarifier ce qui s'est passé. Samedi, le corps de Shinzo Abe a été rapatrié dans la capitale Tokyo avant des funérailles prévues ce mardi. Shinzo Abe, décédé à 67 ans, était le dirigeant le plus connu sur l'archipel, après avoir régné pendant presque 9 ans, un record de longévité au pouvoir pour un Premier ministre japonais. Il est mort alors qu'il faisait campagne pour les élections sénatoriales qui avaient lieu ce dimanche, un scrutin particulier dans un Japon endeuillé. Après quasiment 17 années de statut de candidat, le chemin de la Macédoine du Nord vers l'adhésion à l'Union européenne semble encore bien incertain. De nombreux obstacles se dressent devant ce petit pays, notamment les exigences de la Bulgarie. Fin juin, Sofia a levé son veto, mais à la condition que le pays s'engage à modifier sa constitution pour inclure les Bulgares dans les groupes ethniques reconnus. Un accord insupportable pour ces manifestants. Il faut le rejeter, on nous fait du chantage et on ne nous a tout simplement pas donné la même chance qu'aux autres pays comme la Serbie et le Monténégro.
Ça ne peut pas être pire que ça. Aucune négociation avec les Bulgares. Les manifestations qui durent depuis une semaine ont dégénéré avec des dizaines de policiers blessés et plusieurs manifestants arrêtés. Malgré cette éruption de violence, le gouvernement estime que la Macédoine du Nord doit entamer des négociations d'adhésion. Nous comprenons toutes les préoccupations et les émotions de la population, mais nous essayons d'expliquer qu'il s'agit de l'orientation stratégique de notre pays et que nous pouvons entrer dans l'Union européenne en tant que Macédoniens avec la langue macédonienne. Pour que la Constitution soit amendée et que la minorité bulgare soit officiellement considérée, les 2/3 de l'Assemblée nationale doivent se prononcer en faveur. La majorité va donc avoir besoin de l'opposition. Inimaginable en l'état, car l'accord avec la Bulgarie représente, selon ses députés, une atteinte à la nation macédonienne. Nous disons clairement que nous ne soutiendrons pas cette proposition et le changement de la Constitution pour une raison simple. Ce qui est demandé à la Macédoine avec cette proposition touche profondément aux racines de la nation. Comme l'a dit le président français Emmanuel Macron, la Macédoine du Nord est à un carrefour historique. Elle doit choisir entre la voie des négociations pour l'adhésion à l'UE, qui sont un défi aux problématiques nationales, ou la voie vers une destination inconnue, encouragée par des opinions politiques anti-européennes croissantes. In Skopje for Euronews, Borian Jovanovski. Le drame du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes a mis en avant les risques qui pèsent sur d'autres sites. C'est le cas ici en Suisse. Kandersteg est une petite station alpine réputée mais qui vit sous la menace d'un éboulement massif. Au-dessus du village, une zone de la montagne risque de s'effondrer. Elle est surveillée de près par une équipe de géologues et de guides de haute montagne. Cette zone noire, c'est là où ça glisse. Donc ici, on survole un peu le bas du glissement. On voit ici la masse de rochers meubles qui bougent. Et puis il y a des fois des blocs entiers, comme le volume d'un garage de voiture qui s'éboule. Face au danger, des dizaines de capteurs ont été installés pour surveiller les mouvements de la roche. Les scientifiques ont établi que la montagne bougeait de plusieurs mètres chaque année, un record dans les Alpes. En cas de forte pluie, des torrents de boue et de roches pourraient dévaler jusqu'au village en contrebas. La commune a mis en place des structures pour tenter de protéger les habitations. Les habitants, eux, relativisent. Je pense que si vous prenez la voiture chaque jour, vous avez davantage de risques d'être tué par une chute de pierre depuis la montagne. Impossible de prédire à quel moment la montagne va s'effondrer, mais grâce au système de surveillance, l'alerte pourra être donnée 48 heures à l'avance, le temps d'évacuer. Au Portugal, les pompiers tentent toujours de venir à bout de 3 feux de forêt et de broussailles qui font rage depuis plusieurs jours dans le centre et le nord du pays, placés par le gouvernement en état de contingence. Ces incendies ont déjà fait plusieurs dizaines de blessés, pompiers et civils, et brûlé des milliers d'hectares de forêt. Avec des températures caniculaires et une sécheresse extrême, le pays est confronté à la pire conjonction de facteurs pour le développement des incendies. Un lac sans eau en Roumanie confronté à une grave sécheresse. Un nouveau témoignage des effets dévastateurs du réchauffement climatique. Près de la ville de Iași, la baisse du niveau de l'eau impacte directement la faune, notamment les nombreuses espèces d'oiseaux qui viennent nicher et se reproduire dans la région. Les musulmans du monde entier ont célébré ce week-end l'Aïd el-Kébir, l'une des plus grandes fêtes du calendrier islamique. Aussi appelée la fête du sacrifice, elle marque notamment la fin du pèlerinage à la Mecque. Lors de cette fête, la tradition veut qu'un mouton soit sacrifié après une prière collective. Mais cette année, les épidémies qui ont touché le bétail et l'augmentation des prix des aliments dus au conflit en Ukraine ont provoqué des difficultés pour les fidèles de nombreux pays. Parasols et transats ont été déployés ce week-end sur les berges de Seine. L'édition 2022 de Paris-Plage a été lancée. À 2 ans des JO, le programme fait la part belle aux activités sportives. Canoë-kayak, paddle mais aussi pétanque sont proposés. Malgré la nouvelle vague de Covid, la maire de la capitale française Anne Hidalgo a promis une édition sans jauge ni restriction.